Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre émission Portrait. Vous le savez déjà, Portrait est un plateau télévisé qui traite des questions d'actualité en rapport avec les personnes ciblées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Mexan Kololo. Monsieur Jean-Mexan Kololo, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Bonjour et merci Madame la journaliste pour m'avoir invité. Jean-Mexan Kololo, qui est-il et que fait-il? Pour le savoir, je vous propose de suivre la rubrique reportage de Laetitia Karombo et c'est tout de suite. Le magazine Portrait de ce jour se penche sur Jean-Mexan Kololo. Marié, père de 4 enfants, Jean-Mexan Kololo est un manager en force de vente qui a commencé son parcours scolaire à l'école primaire C de Jacob, l'actuel Cailly. De 1968 à 1974, il entame son cycle du collège, également à Jacob, avant de se rendre à Brazzaville, au lycée Chaminade, à l'époque Drapeau Rouge, et à Muyonzi, où il obtient son baccalauréat. Pour son parcours universitaire, Jean-Mexan Kololo choisit l'INJAG, une filière de l'université Mariengouabi, qui englobe plusieurs écoles de gestion. Entre 1984 et 1988, pour son parcours universitaire, Jean-Mexan Kololo choisit l'INJAG, une filière de l'université Mariengouabi, qui englobe plusieurs écoles de gestion entre 1984 et 1988, pour sa licence en sciences économiques et son DES 1. Ensuite, il se rend en France, à l'université de Montpellier 1, à la faculté des sciences économiques, où il obtient sa maîtrise en sciences économiques en 1990. Poursuivant à l'université de Montpellier 1, il décroche son diplôme d'études supérieures spécialisées en 1992 à la faculté des sciences économiques. Sur le plan professionnel, Jean-Mexan Kololo a su faire valoir ses talents en s'occupant entre 2004 et 2015 de la gestion de la société La Française Les Services, à Paris en France. En parallèle, il retourne au Congo où il est gérant de la société La Congolaise des Business depuis l'année 2011. Homme à tout faire, il cumule en travaillant en tant que conseiller technique du PDG de la Congolaise de développement et distribution des produits alimentaires en sigle CODIPA depuis le mois de janvier 2015. Jean-Mexan Kololo est depuis 2015 chargé de relations publiques et commerciales pour la société Razel Congo. En 2022, notre invité de ce numéro décide de mettre toute l'expérience accumulée au fil des ans au service de son entreprise qu'il appelle GMK Service. Voilà tout pour ce qui est du parcours de notre invité de ce jour. Jean-Mexan Kololo, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse Laetitia Karombo. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Non, je souscris à ce qui a été dit dans ce portrait. Comme l'a su le dire Laetitia Karombo un peu plus haut, homme à multiples facettes, Jean-Mexan Kololo, vous êtes gérant de la société congolaise de business. Vous êtes chargé des relations publiques et commerciales de la société Razel Bank Congo. Vous êtes conseiller technique du PDG de la Congolaise de développement et distribution des produits agroalimentaires. Depuis janvier 2002, vous avez créé la société JMK Service en France. Comment arrivez-vous à concilier ces différentes tâches? Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution technologique de l'informatique, on a même de suivre et de superviser des activités économiques selon l'endroit où l'on peut être.
Donc être à Brazzaville et suivre les affaires à Paris, ce n'est pas le plus compliqué au jour d'aujourd'hui. Parlons à présent de l'import-export. Le Congolais lambda veut savoir qu'entendez-vous par import-export? Bien, l'import-export est une vieille activité du commerce international. On a toujours vu venir des produits, soit manufacturés ou des services de l'extérieur. Et l'import-export est une activité commerciale qui permet d'importer ce dont on a besoin dans un pays et d'exporter ce que le pays peut envoyer sur le reste du monde au niveau du marché international. Quel est votre domaine de prédilection? Notre domaine de prédilection par le biais de notre société, la Congolaise des Business, c'est d'avoir réfléchi à un fait que dans notre pays, on ne produit pas beaucoup de produits manufacturés. Et pour ce faire, nous avons pensé créer cette société pour être utile à nos compatriotes dans le pays. Le marché étant ce qu'il est, nous avons pensé que satisfaire une clientèle sur un certain nombre de produits était nécessaire. Comme nous avons eu l'opportunité d'avoir été en Europe et d'avoir eu des relations d'affaires avec certaines entreprises et certaines sociétés, nous avons cherché à trouver quels sont les produits qui pouvaient nous être utiles dans notre pays. Dans cette optique, nous avons pensé aux produits dans le domaine de la construction, les matériaux de construction. Aujourd'hui, la Congolaise des Business importe des produits comme les carreaux, les tuiles, les sanitaires, pour pouvoir satisfaire en termes de qualité les besoins des Congolais. Comme un certain nombre de produits se raréfient aussi dans notre pays, nous avons, dans le cadre des relations que nous avons à l'international, pu avoir la carte d'un produit des lubrifiants tels que Shell au Congo. Donc, c'est dans cette optique que nous avons développé notre activité et ajouter à cela aussi des services. Donc, vendre un peu de notre savoir-faire, de l'intelligence. C'est ce qui permet qu'on peut arriver à nouer des relations avec des entreprises, comme vous l'avez cité Razelbeck, qui sont dans les travaux publics, mais nous les conseillons dans le pays pour pouvoir se développer et apporter un service de qualité dans la réalisation des travaux chez nous. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a pu apporter dans le domaine des services. Voilà pourquoi la Congolaise des Business est aujourd'hui un outil pour nous de satisfaire les besoins des Congolais. Est-ce que vous intervenez seulement ici au Congo ou partout en Afrique? Non, en fonction des opportunités d'affaires, on peut toujours intervenir en Afrique. Et la grande expérience que j'ai eue, par exemple, c'est d'aller à Kinshasa, de l'autre côté du Rive, pour explorer les potentiels de marché, que ce soit au Gabon ou dans la sous-région en Guinée équatoriale. En tout cas, on ne se focalise pas seulement sur le Congo-Brazzaville. Je crois savoir que vous êtes économiste. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a créé des émeules en Europe tout comme en Afrique, avec comme conséquence le manque de céréales. Je fais allusion au blé. Et aussi la chute de l'euro face au billet vers le dollar américain. Comment appréciez-vous cette situation? Vous savez, toute guerre n'est pas souhaitable et c'est toujours difficile d'apprécier des situations de la sorte. La guerre qui a lieu aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine a montré combien le monde est devenu ouvert. Et tout ce qui peut arriver pour compromettre ou déréguler le fonctionnement de l'économie a des conséquences. Donc la guerre aujourd'hui a obstrué les relations économiques internationales. Dans ce sens que le commerce international a été très très impacté. Parce qu'on comprend aujourd'hui que l'Ukraine a été le berceau de la production des céréales au niveau mondial.
Et on le voit aussi avec le gaz en Europe. L'Occident aujourd'hui connaît de sérieux problèmes dans la gestion énergétique en Europe. Donc, comme je disais tantôt, la guerre est quelque chose de pas bien et il ne faut pas la souhaiter. Et on le ressent aujourd'hui. Les Occidentaux, sur le plan énergétique, sont dans une complexité. Et on voit par exemple en France ou en Allemagne tout ce qui a trait aux conséquences de cette guerre. Donc la guerre actuelle a vraiment déstructuré les relations économiques internationales. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vivement que cette guerre puisse finir pour qu'on arrive à retrouver un semblant de quiétude dans nos pays. Aujourd'hui, les modèles de consommation dans nos pays a changé. Un pays comme le Congo, où l'aliment de base était le manioc, mais aujourd'hui la farine a pris une place importante dans la consommation des Congolais. On voit des boulangeries un peu partout, dans les villes, que ce soit même dans les petits villages. Donc ça, c'est un problème qui se pose dans notre manière de voir notre modèle de consommation. Si et seulement si on n'était pas tributaire du blé, je crois que nous, ça n'allait pas nous impacter. C'est à nous maintenant de voir aujourd'hui comment on peut arriver à produire des produits congolais pour pouvoir permettre à notre modèle de consommation d'être aussi efficient. Donc repartir à notre base pour consommer les produits de base locaux. Vous venez de parler du manioc. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons constaté que les commerçants ici au Congo, les prix des produits alimentaires, tantôt le manioc et le coco, qui sont pour autant des produits purement congolais. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ces produits-là ne viennent pas de la Russie ou de l'Ukraine. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'économie mondiale n'est plus fermée. La guerre en Ukraine a eu des conséquences sur l'énergie, par exemple. Or, pour transporter les biens dont vous parlez, il faut avoir des moyens roulants, donc des camions. Mais ces camions ne sont pas fabriqués, par exemple, ici au Congo. Il faut les importer. Donc, il faut voir le transport. Avec cette crise en Ukraine, on a vu que le coût du transport a fortement augmenté. Et c'est ce qui fait que l'agent économique qui, dans le domaine du commerce, qui doit acheter et qui doit transporter, en ayant vu son prix de transport augmenter, doit le répercuter auprès du client final. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour prendre un produit à Pointe-Noire, l'amener à Brazzaville, il a un coût. Et ce coût-là, c'est ce que le consommateur doit supporter. Donc c'est ce qui fait que cette perturbation au niveau mondial a eu des conséquences dans notre pays. Le 14 août dernier, vous avez suivi le message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est revenu sur la question concernant le volet agricole. Que pensez-vous des dires du président de la République? Mais je pense que le président de la République a eu raison de faire de la question agricole aujourd'hui une priorité. C'est vrai qu'on a toujours dit que l'agriculture était une priorité des priorités. Mais aujourd'hui, les conséquences actuelles de la crise en Ukraine a fait que les prix des denrées ont augmenté. Mais comme un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre, et il a eu raison de le dire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est grand temps maintenant, le président l'a dit, le gouvernement doit maintenant mettre en place des politiques qui vont permettre de trouver une solution sur cette question agricole. Ça fait longtemps qu'on parle de l'agriculture congolaise. Le président de la République a donné un cap. Maintenant, c'est au gouvernement de suivre, de mettre en musique ce que souhaite le président de la République. Il nous faut maintenant aujourd'hui une politique à long terme qui va nous permettre, dans les 30 ans à venir, comment on souhaite concevoir notre action sur le plan du développement agricole. Et pour ce faire, il faut avoir un agenda clair. Et dans cet agenda, il faut qu'on fasse des choix sur les différentes politiques, sur les différents produits qu'il faut développer
et voir comment arriver à mettre en place des moyens qui permettront de développer ces produits ou ces cultures. Chez nous, on peut parler par exemple, s'il y a des choix qu'il faut faire. Est-ce qu'il faudrait qu'on reparte sur une agriculture de production des produits de rente? Est-ce qu'il faudrait qu'on parte sur une agriculture sur la production des produits vivrières, donc les produits de consommation? Et ça, c'est des choix que l'on doit faire. Et ça, c'est le politique qui doit donner le top. Et ça doit être mis dans le cadre d'une politique générale d'agriculture dans notre pays, afin de voir comment dans les 30 ans à venir, on va arriver à mettre en place les différentes étapes pour atteindre les objectifs qu'on souhaite pour permettre aux Congolais de manger une production locale dans le domaine agricole. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission. Mais avant, je vous propose de suivre la rubrique témoignages. Ça commence à dater, oui, on se connaît depuis longtemps. C'est quelqu'un de très pragmatique, précis dans ce qu'il fait, très ordonné. Hein. C'est quelqu'un de très organisé, qui a une gestion du temps et une vision des affaires assez affûtée. On s'est moins vu, mais j'ai toujours bénéficié de son soutien. Ça a d'abord été un grand frère qui a pratiquement fait venir toute sa famille, hein, la mère, les frères en France. Pendant plusieurs années, M. Kololo s'est lourdement investi dans la diaspora pour soutenir les activités et les actions des membres de la diaspora congolaise. Et cette implication a porté ses fruits parce que, de par sa position sociale et en tant que chef d'entreprise, il a eu à aider et à faire travailler beaucoup de Congolais dans sa structure. Et c'est quand même un geste qu'il faudrait relever parce que c'est pas tout le temps qu'on rencontre des personnes et même il a même des personnes et des personnalités ont travaillé, ont bénéficié de sa structure pour pouvoir à la fois envoyer les marchandises, mais surtout pouvoir réaliser certains projets sur place. Alors, dans ce militantisme, nous avons fait connaissance et nous avons à l'époque on organisait ce qu'on appelait les conversations stratégiques à Paris et c'est à cette occasion qu'on a pu travailler sur les produits forestiers non ligneux, parce que c'est quand même un marché de près de 2 milliards d'euros qui est aux mains des autres, alors que nous, les propriétaires de ces produits, on a du mal à les promouvoir et à en faire une plus-value sur le marché européen. Donc ça nous a révolté, on souhaitait absolument que ces produits soient réappropriés par les membres de la diaspora africaine. Ensuite, on a abordé les aspects en rapport avec les stratégies de préservation des intérêts français et des conquêtes des marchés, etc. On a abordé quand même pas mal à l'époque, c'était l'époque de Centrale, puisque c'était des rencontres de l'élite africaine à Paris pour aborder de manière pointue les questions stratégiques. Et ça a débouché sur la création de l'Institut de l'Université des connaissances africaines qui a pour première mission de déconstruire le présent africain afin de concevoir les paradigmes africains qui nous permettent maintenant de décliner notre vision du futur. Nous avons, suite à la mise en œuvre de cette université, on s'est aperçu qu'il fallait quand même aborder les questions stratégiques, ce qui a permis la création de l'Institut national d'intelligence stratégique. Monsieur Kololo, vous venez de suivre ce témoignage donné par votre ami, Monsieur Patrice Passy. Quelles sont vos impressions? Monsieur Patrice Passy, c'est un ami. Il est aussi un homme d'affaires comme moi. Et on a eu à peu près le même cursus. On est parti du Congo. On est allé en France. Lui aussi, il a développé ses activités là-bas. Mais je pense qu'en faisant ces témoignages, il voulait apporter aussi toute la clarté dans ce qui est pour les jeunes ou l'homme
d'avoir le sens de la réalisation de ces projets par le biais de l'entrepreneuriat. Je lui remercie. Jean-Mexan Kololo, dites-nous comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale avec votre vie professionnelle? J'ai atteint un certain âge aujourd'hui. Les enfants ont grandi et en ayant passé un certain nombre d'années à l'étranger, et on est à même aujourd'hui de pouvoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle hors. Parce que moi, ma famille réside à l'étranger. Les enfants ont grandi. Moi, je peux maintenant me permettre d'apporter des choses qui vont faire que mais mon pays aussi puisse profiter, que je sois utile à mon pays pour son développement. Parlez-nous de quelques temps forts qui ont marqué votre carrière. Comme tout jeune Congolais qui a fait les études primaires au Congo, secondaires et universitaires, on est parti en Europe. Et arrivé en Europe, on a été victime un peu de cette discrimination d'être noir dans un pays comme la France. Pendant 2 ans, après mes études supérieures en 1992, on a erré pour faire des petits boulots. Mais une fois qu'on a fait des études, qu'est-ce qu'on se dit? On a été à l'école, on a réfléchi, on travaille pour un patron, mais après on se dit, mais si ce qu'on fait pour le patron, on peut le faire pour soi-même, pourquoi pas en profiter? Et voilà, depuis plus de 20 ans, j'ai été à mon propre compte en créant mes sociétés depuis la France. Et cette expérience m'a permis d'avoir une vision multidimensionnelle des activités économiques. Je me suis dit, bon, la France, c'est bien. L'Europe, c'est bien. Mais l'Europe a atteint la satiété dans le domaine du développement. On ne fait qu'améliorer ce qui existe. Or, dans mon pays, on doit faire ou construire le développement. Et ça a été plus fort pour moi. Et j'ai pensé que j'étais plus utile à venir travailler dans mon pays que d'être en Europe. Et ça, c'est la chose que je trouve la plus positive que j'ai pu faire de ma vie. Parlez-nous un peu de votre enfance. Comment a été votre enfance? Oh ben, moi, mon enfance, comme tout jeune, je suis né à Jacob, la capitale sucrière du Congo, Nkayi aujourd'hui. On était dans la poussière, il fallait courir, jouer au ballon. J'ai quitté Jacob en étant adolescent pour venir à Brazzaville au lycée. Et c'est ici où j'ai fait mes études secondaires et universitaires. Mais on ne le regrette pas, on est fiers d'avoir passé ces moments. Dites-nous quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le sakasaka. Les feuilles de manioc chez nous, comme on dit, avec de l'huile de palme, du poisson fumé ou du poisson frais. C'est un des plats pour lequel je suis très friand. Vous le mangez avec quel accompagnement? Avec du tout. Avec du tout. Du foufou, de la banane ou du manioc. Quels sont vos loisirs? Mes loisirs, j'aime bien le sport, la marche, et je suis un passionné de football. Je ne rate pas une saison sportive, surtout la Champions League ou autre. Ça, c'est ma passion. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui aspirent à embrasser votre carrière professionnelle? Oui, je souhaiterais donner un conseil aux jeunes. Celui qui veut arrive à atteindre le but qu'il souhaite. Parce que aller à l'école est la première des choses qu'un jeune doit avoir à l'esprit. La vie, ce n'est pas quelque chose qui arrive ex nihilo. Le bonheur arrive, non. Il faut le créer. Il faut se mettre au travail. Et quand on a travaillé, on a les résultats. Aujourd'hui se pose un problème dans nos pays. Les jeunes pensent vouloir attendre que l'État fasse des choses pour eux. Non. L'État-providence n'existe plus aujourd'hui. Mais quand on a tant soit peu des mains, de la tête bien formées, il faut créer. Il faut oser comme nous avons osé. Moi, je n'ai jamais travaillé pour autrui, mais
Je suis devenu ce que je suis par la force de mes efforts. Donc ce que je demande aux jeunes aujourd'hui, c'est de se dire, tant qu'on a une idée, on a un projet, il faut créer une structure économique. Donc créer une entreprise. Quand on a des idées claires, il faut y aller. L'État doit mettre en place des conditions pour accompagner ces jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans l'aventure d'être opérateurs économiques. Donc ça, c'est le conseil que je donne aux jeunes. La fonction publique, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est l'entreprise qui crée les richesses et c'est l'entreprise qui permet de développer et de créer d'innombrables emplois dans quel que soit le secteur de l'activité économique. Jean-Mexan Kololo, nous n'avons pas abordé toutes les questions. Avez-vous une préoccupation particulière et ça sera votre mot de fin? C'est vrai que pour une émission, il n'est pas facile de pouvoir traiter de tout, mais je pense que le point le plus important et ce que je veux, sur ce sur quoi je veux revenir, c'est au niveau de la jeunesse. Il faudrait que les jeunes se forment et en se formant, qu'ils aient des initiatives. Une fois qu'ils ont des initiatives, ils peuvent envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci à Oko Valentin qui est le directeur de la presse présentielle et qui soutient cette émission. Merci à Monsieur André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à Aline France et Tokabeka pour la supervision. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.